Bonjour à tous. Bonjour à chacun. Merci de nous rejoindre aujourd'hui une fois de plus pour ce 16e webinaire. Il y a un peu moins d'un mois, nous étions réunis pour parler de la culture dans les grands projets urbains et c'était Beaux-Arts Consulting qui nous parlait d'un cas d'application en Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la professionnalisation dans le secteur des loisirs. On aura 3 invités que je laisserai Vincent présenter tout à l'heure. On est ravis en tout cas de les accueillir. La professionnalisation dans le secteur des loisirs. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le secteur du tourisme, c'est à peu près 7% de l'emploi salarié marchand, soit environ 5% de l'emploi total en France, et 1 300 000 salariés, 300 000 personnes qui œuvrent dans ce secteur d'activité. Donc c'est un poids qui est considérable. Ce qui est une particularité peut-être du secteur du tourisme, c'est qu'on a d'une part une grande partie des emplois qui sont permanents, mais comme vous le savez aussi, nombre de ces emplois sont saisonniers, voire temporaires sur des pointes d'activité. Ce qui est également caractéristique du secteur d'activité, c'est qu'on a à la fois, d'une part, des grands acteurs de notoriété et je dirais, d'intervention à l'échelle internationale, donc avec des moyens industriels importants, et puis d'autre part, un très grand nombre de petites, voire très petites, familiales structures, donc une myriade d'acteurs. Ce qu'on peut dire aussi sur ce secteur d'activité, je pense notamment aux loisirs, mais bien sûr le tourisme en général, fait l'objet d'une grande innovation, même qui va croissante ces dernières années, très irriguée elle-même par le numérique. Et ça induit de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers, quelque part, doivent se développer dans un cadre réglementaire qui se précise un peu tous les jours aussi, avec quelque part une augmentation du besoin de sécurité, à la fois dans la pratique des activités, mais aussi avec de nouveaux risques que sont par exemple le risque terroriste ou le risque sanitaire. Donc tout ça, on le voit bien, induit un besoin croissant de professionnalisation et j'ai envie de dire aussi, ce d'autant plus que activité de service, la masse salariale, l'emploi représente le premier poste de charge d'un compte d'exploitation ou d'un bilan d'activité touristique. Donc, définir ses besoins, recruter, j'imagine que nos amis nous parleront à la fois des compétences et des diplômes, mais aussi des fameux soft skills, fidéliser nos visiteurs, mais aussi fidéliser nos collaborateurs, monter en compétences, accompagner ceux-ci dans le cadre de parcours professionnels, ça à l'échelle des entreprises individuelles, mais aussi à l'échelle de l'interprofession, de la coopération, enfin des syndicats tels que le SNELAC ou le SPAS, etc. Donc on le voit, on a un sujet qui est technique mais passionnant. Avant de le développer plus complètement, je propose que, fidèle à notre habitude, Vincent, dans le cadre de sa veille Funfair City, nous fasse un petit point d'actualité sur le secteur. Exactement, merci Thierry pour l'introduction. Voilà, on en parlait plus en détail avec nos 3 invités spécialisés et engagés sur le sujet. On va passer en revue un petit peu l'actualité des loisirs du mois. Premier sujet,
que j'ai intitulé « Immersion, le choc des cités » avec 2 annonces plutôt récentes, 2 visions des loisirs immersifs, de dimensions, de portées extrêmement différentes. Le premier, ce sont les cités immersives. C'est un projet du Fonds du bien commun qui vise à développer sur le territoire national, au moins dans un premier temps, des lieux de culture patrimoniale autour de personnages locaux, d'un patrimoine qui soit local, mis en valeur dans différentes villes. Donc on est vraiment sur une régionalisation, une localisation de l'activité culturelle et patrimoniale. L'idée est vraiment de rendre les lieux de culture au plus proche des lieux au plus proche du public, finalement, un petit peu comme un concept dont on a déjà parlé, l'immersive art box, qui était un principe de boîte immersive qui pouvait se déplacer. Là, en l'occurrence, il s'agit de créer plutôt des lieux pérennes, dont le défi sera d'avoir un mix public intéressant, pertinent et un renouvellement d'expérience. À partir du moment où on s'intéresse à l'histoire locale, il faut trouver suffisamment de contenu pour pouvoir renouveler son offre et attirer toujours un public qui soit local ou visiteur. Face à ça, on va dire, on a ce nouveau projet colossal annoncé en Arabie Saoudite, à Riyad, le projet du Moukab, une cité futuriste qui consiste en un immense cube de 400 mètres de côté, donc ça veut dire déjà 400 mètres de haut, c'est assez important. Ils indiquent qu'on pourrait rentrer 30 fois l'Empire State Building à l'intérieur, c'est assez impressionnant comme chiffre. L'idée est vraiment un petit peu à la Truman Show de créer un environnement intégralement immersif, où on va certainement plus distinguer le vrai du faux. On retrouve différentes fonctions à l'intérieur, autour du jeu de rôle, autour de l'expérience immersive un petit peu longue durée, et puis des solutions d'hospitalité également pour vivre une expérience sur la durée, un petit peu comme pourrait le proposer l'expérience Galactic Star Cruiser, le tout nouvel hôtel Star Wars de Disney World. On est vraiment sur une nouvelle génération de destinations où on va promettre quelque chose d'assez inaccessible, de complètement virtuel. Soit on va reconstituer des lieux existants, soit on va complètement inventer un univers fictif dans lequel on va proposer aux gens de faire un séjour complet, une aventure, et de pouvoir rester éventuellement plusieurs jours. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre ce choc et cet affrontement bien particulier. Sujet suivant, on change complètement d'actualité avec un sujet autour du sport. On avait parlé la semaine dernière du concept Sparks, un concept de loisirs sportifs en Belgique, en écho aussi à l'ouverture de la prochaine de l'UCPA Sport Station de Bordeaux au mois de mai, et puis de Nantes également, qui sont ces nouveaux multiplexes sportifs où en un seul et même lieu, on va pouvoir tester beaucoup d'activités différentes et associer du sport, du divertissement et finalement dans une optique de santé, de bien-être. Le projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est Kinesis. C'est un projet qui vient d'ouvrir à Mexico. Derrière ce projet, c'est Kidzania, un nom qui vous parlera peut-être si vous nous suivez régulièrement ou si vous lisez le blog. C'est un concept à grand succès d'une ville miniature pour enfants où les enfants peuvent pratiquer différents métiers, une trentaine de métiers sur chaque site. C'est un concept à grand succès qui n'existe pas en France. Les projets les plus proches, les sites les plus proches sont à Londres et à Lisbonne. L'idée est vraiment de permettre sur un site de très grande surface de faire vivre aux enfants une mini-vie d'adulte dans cette ville à leur échelle. Là, on est sur un autre sujet. Il s'agit de s'adresser aux familles, aux adultes, notamment avec ce concept de fitness park. Pas confondre avec la franchise de salles de sport qu'on a en France. C'est 23 millions d'investissements, c'est un gros projet, un gros volume. On va retrouver alternativement une offre purement sportive, une offre un peu entertainment avec les toboggans, les zones d'escalade qu'on va voir sur les illustrations, des tyroliennes, de l'aventure aérienne. Et voilà, donc 5000 m², on est sur des très très gros espaces en concept, en intégration en centre commercial. Donc c'est le style modèle de Kidzania, on a toujours ces gros volumes qui sont intégrés dans des centres commerciaux sur la planète entière. L'idée, le concept est le même également avec Kinesis, donc on peut là aussi imaginer un développement aussi grande échelle du concept. Puisqu'on est dans les concepts un petit peu nouveaux, on va explorer un peu tout ce que l'actualité nous permet de voir. 2 thèmes, l'animalier, l'aviation, rien à voir, vous me direz. Le premier, c'est la miniaturisation d'une expérience animalière zoologique en ville. C'est le concept du monde de Noé, l'idée de créer un nouveau lieu de rapport entre l'humain et l'animal en ville, sur des petites surfaces, avec une immersion qui reste quand même travaillée, et un accompagnement en médiation par le biais de rangers qui vont accompagner les enfants à la découverte du monde du vivant. Ça va passer par des petits animaux, bien évidemment, qui sont adaptés à ce mode de vie. Les animaux qui vont être issus de refuge, de laboratoire, donc ils vont pouvoir avoir une autre vie dans ce contexte-là. Et l'idée vraiment d'initier les familles et les enfants à la biodiversité, aux enjeux du vivant, à travers cette médiation du monde animal. Ça ouvre bientôt à Paris 16e.
Toute autre échelle, en Belgique cette fois, le projet Captain Jack. Alors ceux qui ont pu parcourir les allées du IAPA se souviennent probablement de cette maquette assez impressionnante de ce parc d'attractions autour de l'aviation, avec des avions géants, avec beaucoup d'activités très très différentes. Le projet, qui était un simple concept, a passé un stade d'avancement. Il a été retenu pour pouvoir passer plus d'études et plus un développement plus abouti pour tenter de s'installer à côté de l'aéroport d'Anvers qui cherche à créer une destination à loisirs et tourisme sur son site. Donc ce serait une opportunité pour ce concept assez étonnant d'aller créer différents types d'activités. Quand on lit en ligne, c'est un peu fourre-tout. On trouve du spectacle, du sport, du bien-être, des spectacles, de l'hébergement atypique, autour de l'aviation. Donc le projet va certainement encore s'affiner. Mais en tout cas, c'est une actualité assez intéressante sur des concepts assez novateurs qu'on peut trouver à côté des grandes villes. Sujet suivant, la question du licensing. Alors, on a régulièrement parlé, on a fait des sujets sur la question. Le licensing est un axe de développement très fort qui concerne les loisirs. On passe un petit peu des produits aux lieux dérivés, où on va créer pour de vrai un lieu autour d'une saga, d'un personnage, d'un jeu. Là, deux exemples en Europe, avec cet hébergement à thème sur Charm the Ship du studio Hardman, où là, on va vraiment créer une zone d'hébergement par le biais de ces wagons qu'on peut voir sur l'image. L'idée n'est pas juste de proposer une nuit, mais d'aller créer un parcours, un séjour qui est un petit peu plus loin, avec un accès au parc et à la partie animalière du parc en dehors des heures d'ouverture, une gym matinale avec le mouton, un ciné plein air pour occuper la soirée. Donc on voit une offre complète, l'hébergement, mais pas que. C'est pas la première fois que le parc s'intéresse à cette licence, puisqu'ils avaient déjà ouvert un land sur ce personnage il y a quelques années. L'autre personnage, enfant également, c'est Gruffalo. On en avait déjà un petit peu parlé, c'était un parc animalier anglais qui avait créé une zone d'aventure autour des animaux de Gruffalo. Là, c'est le géant, ma langue a fourché, Merlin Entertainment qui s'intéresse à ce sujet, un autre principe de licence que le groupe maîtrise pour créer un espace de jeu pour enfants, intérieur cette fois, dans la ville de Blackpool, qui est une grande station balnéaire loisir de l'ouest de l'Angleterre. L'idée ici d'avoir une attraction autonome, stand-alone attraction, comme les Anglais appellent ça, adressé sur un public enfant, du coup, entièrement couvert, avec plusieurs univers déclinés autour du personnage. Donc voilà, deux pistes encore de développement, de nouveaux lieux de loisirs à travers le support d'une licence à succès. On revient en France avec un développement espace public, cette fois assez intéressant, qui méritait vraiment d'être signé dans cette veille. La société SMC2 a développé le concept Happy Box qu'elle a installé l'an dernier à Istres. On est vraiment sur un concept d'aire de jeu ouvert à tous. C'est ça qui est intéressant. On s'est souvent retrouvé en tant qu'adulte un peu frustré de ne pas pouvoir trop escalader les aires de jeu, les pyramides à cordes qu'on peut trouver et sur lesquelles on emmène nos enfants. Des fois, on y va, mais on s'y sent pas forcément très à l'aise. Et ben là, c'est ce parti pris qui est assumé de dire, voilà, on va créer une aire de jeu qui est une structure accessible à tous. Et donc, c'est autant pour les enfants que pour les grands. Il y a un code couleur dans les structures modulaires qui permet de s'y repérer et de savoir où on peut aller et où on faut éviter. Donc, c'était un concept qui méritait d'être signalé pour ça, cette capacité de rassembler, de faire jouer ensemble petits et grands autour d'une aire de jeu et de se mettre en mouvement et de faire du sport ensemble. À noter également qu'on est sur une structure couverte qui permet aussi de résister aux intempéries et notamment de se protéger des fortes chaleurs qui sont toujours une problématique. Quand on parle d'aire de jeu en plein soleil, c'est le moment où on pourrait s'en servir, mais on ne peut pas s'en servir puisque les toboggans sont brûlants ou parce que finalement on n'a pas envie de prendre de coups de soleil. Donc voilà, référence intéressante en tout cas, une nouvelle génération d'équipements publics au service de tous. Et enfin, un point qu'on essaie de faire régulièrement, qui est un peu le sujet développement, responsabilité sociale et environnementale des activités loisirs. On les cherche, on essaie de se faire des guides de bonnes pratiques. Deux exemples ce mois-ci avec les resorts Legoland des États-Unis qui sont tous certifiés Autism Center. C'est une certification qui permet du coup de garantir à une famille concernée qu'elle sera prise en charge, accueillie dans de bonnes conditions, avec un personnel qui est formé, avec une signalétique adaptée, avec des espaces pour se mettre à l'écart et profiter du calme qui des fois manque dans ce type de lieu. Donc il s'agit vraiment de créer des destinations où on sait que tous les publics pourront vraiment être accueillis. Donc ça c'est en grand développement et c'est un certificateur international qui se mobilise du coup pour donner cette certification et garantir du coup la qualité de l'accueil. Donc ça se développe beaucoup, notamment aux États-Unis. En France, c'est une autre idée qu'on a voulu mettre en avant, un escape game associatif qui met
ce nouveau média un peu que consiste ce jeu, en quoi consiste ce jeu, au service de la transition environnementale pour avoir un nouveau message auprès des familles, du public sur voilà, comment on peut adapter ces gestes à travers voilà, cette intrigue ce scénario bien spécifique avec une intrigue autour d'un vol d'un fossile humain. On va une enquête qui va nous mettre aux prises avec différentes thématiques de la transition, du vivant. Voilà. L'idée est toujours d'en tirer quelque chose. On parle d'un concept d'edutainment, d'apprendre quelque chose à travers le jeu, à travers l'expérience et la pratique soi-même. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant à souligner. On en cherchera d'autres pour les prochaines fois. Pour moi, c'est bon. On mettra tout à l'heure dans le chat les quelques adresses du coup des liens pour aller creuser et aller voir un petit peu plus loin. On mettra également les réseaux Voltaire et Fun Fair City pour creuser, vous abonner si vous voulez être régulièrement informé de ces nouveautés. Mais maintenant, il est temps d'engager le sujet. Donc, je vais inviter Thierry Franc, Cécile Baudot, Gaël Ottman à nous rejoindre. Chacun va se présenter du coup et dire en quoi il est intéressé et mobilisé par ce sujet. On aura l'opportunité de voir un petit visuel et puis une présentation de chacun. On attend Thierry Franc qui va nous rejoindre. Bonjour Cécile, bonjour Gaël, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour Thierry. Alors tout le monde peut remettre ses micros. Bonjour messieurs, merci pour l'invitation également. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Je propose à Cécile du coup de démarrer du coup avec cette présentation. Je vais charger ton visuel, Cécile, comme ça tu pourras le faire défiler et expliquer un petit peu ton action sur Pas de sujet de la souci. professionnalisation. Alors juste Thierry, je crois qu'on s'entend en écho dans ton haut-parleur. Voilà. Ah merci, merci ouais. Thierry. Très bien. Cécile, écoute, on te laisse la parole. Ok, bon, merci d'abord à Vincent et à Thierry pour l'invitation pour participer aujourd'hui à ce webinaire, à cette table ronde autour de la formation professionnelle. Donc comme annoncé, je suis Cécile Baudot, j'ai été en fait DRH dans des structures de loisirs pendant quelques années. J'ai été également pilote de la commission sociale du Space, donc le syndicat représentatif des espaces de loisirs indoor en France. Et depuis 2020, j'ai monté ma société donc dans le conseil RH et dans le conseil formation, tout en restant vraiment spécialisée dans le monde des loisirs. Donc l'idée, en fait, c'était d'essayer de proposer des solutions principalement pour les petites structures qui ont quand même un gros déficit d'un point de vue formation de leur équipe. Donc pour ça, en fait, je travaille en collaboration avec JMSA, qui est un organisme de formation et un centre de formation pour apprentis qui est spécialisé également dans le loisir, l'hôtellerie, la restauration. Et de l'autre côté, donc je collabore avec toutes les structures de loisirs, mais principalement avec les adhérents du Space, justement. Et enfin, donc le 4e pied à cette collaboration, c'est bien sûr l'ensemble de vos équipes qui vont suivre et profiter donc de ces formations professionnelles. Au niveau des formations, des solutions qu'on propose pour essayer justement de rendre accessible la formation professionnelle pour les petites structures, tout d'abord, c'est la mise en place d'un système d'apprentissage, donc via des titres professionnels en alternance. Ça, c'est quelque chose d'assez, on va dire, connu. La seule différence, c'est que vraiment, on a essayé de proposer un rythme adapté, au niveau de l'apprentissage pour les structures de loisirs. Donc, l'idée, c'est, bien sûr pas de formation pendant les vacances scolaires et ce genre de choses. Aujourd'hui, on propose 3 titres professionnels différents, 3 niveaux, donc agent de loisirs qui est vraiment le cœur de métier aujourd'hui, dans le loisir, l'assistant manager et le manager d'unité marchande. Donc voilà, ces trois solutions sont, aujourd'hui proposées en apprentissage. Deuxième solution que, j'essaie d'apporter, avec JMSA, c'est vraiment de développer, de se focaliser sur le développement des compétences de vos collaborateurs et collaboratrices. Donc pour ça, c'est vraiment proposer un catalogue de formations qui vont être courtes, ciblées et organisées aussi en fonction de vos besoins. Ça va être donc par exemple gestion des réclamations et des conflits. Tout à l'heure, Thierry nous parlait aussi du développement aujourd'hui du numérique, donc ça fait partie aussi des nouvelles formations que l'on souhaite proposer de manière à vraiment correspondre aux besoins, en formation pour les équipes des espaces de loisirs. On proposera aussi tout ce qui est animation, maquillage, enfin voilà, vraiment le cœur de métier. Et enfin, la troisième solution que l'on apporte, c'est, de faire de l'analyse métier. C'est-à-dire que, actuellement, en fait,
Pour exemple, je travaille sur tout ce qui est le métier opérateur en trampoline. Donc, c'est-à-dire aller dans les parcs, réaliser plusieurs interviews, observer, voir quels sont les savoir-faire, les savoir-être qui sont nécessaires pour être un bon opérateur de trampoline. Et derrière, donc ça va être de créer, de proposer des formations qui vont vraiment répondre à ces besoins spécifiques. Donc voilà, ça, c'est vrai que je le fais en collaboration avec le Space. Beh, voilà, du coup, c'est pour ça aujourd'hui que je suis là, c'est pour parler de cette, formation professionnelle. Merci Vincent. Merci beaucoup, Cécile. Écoute, Gaël, je te propose de prendre la suite. Tu es le suivant dans l'ordre d'écran. Je vais charger ta présentation et tu pourras nous expliquer un petit peu Ça ce que marche. tu fais. Bonjour à tous. Merci encore Thierry et Vincent pour l'invitation. Donc effectivement, moi c'est Gaël Hautemann. Alors je fais partie de l'équipe de direction des TFU Park, les nouveaux parcs de loisirs indoor pour la famille. Le premier qui a ouvert en 2021 au sud de Paris, à Ivry, et le deuxième qui vient d'ouvrir à Lille. Et aujourd'hui, je mets ma casquette de responsable pôle loisirs dans le master HRL, le master centre de profit d'activité hôtellerie, restauration, loisirs, en alternance à l'école de management IAE Lyon, un master qu'on développe et dont je reviendrai un peu plus en détail après. Mon parcours est assez... voilà, je viens vraiment des grands parcs. J'ai eu la chance de pouvoir travailler à Europa Park dans les spectacles événementiels, après au parc Astérix dans les opérations et le développement commercial. Après, je fais beaucoup de consulting aussi pour les foncières et le développement loisir dans les foncières, avec le groupe Altipano. Je suis parti aux États-Unis diriger aussi marketing et les opérations des parcs Tritop et à mes heures perdues, j'aime bien pouvoir m'impliquer au YAPA, notamment dans l'organisation de l'événement et l'interactivité avec toute notre industrie des attractions et du loisir. Alors, je ne sais pas, Vincent, j'imagine on va rentrer dans le TFO Park. Voilà, c'est comme c'est un nouveau concept, je vous ai préparé une petite vidéo de 45 secondes. Ça permet à chacun de pouvoir découvrir aussi ce que nous on fait en termes de loisirs et après de pouvoir faire la transition sur l'approche et la professionnalisation. C'est parti. Joli costume, Gaël. On voit qu'il y a vraiment de l'application. Bravo. Merci, on en parlera après cette polyvalence, mais tout à fait. Oui. Donc voilà, très rapidement, le TFU Park, c'est les nouveaux produits sous licence de parcs de loisirs indoor. C'est 25 activités, des spectacles, des animations, et nous, notre positionnement de cette volonté de faire des parcs de loisirs premium pour les enfants et pour les adultes, vraiment pour toute la famille. Ensuite, donc voilà, je remets ma casquette de pôle loisir master. Alors, je voulais présenter rapidement le master Oui. et celui-là aujourd'hui aussi. Donc aujourd'hui, au niveau du master, le master HRL, donc c'est un master qui n'est pas tout jeune. En fait, initialement, c'est le master de l'Institut Paul Bocuse à Lyon, le master international Hospitality Management. Aujourd'hui, c'est entre 300 et 400 candidats qu'on a par an pour 25 places. C'est un master très sélectif. Et en fait, ce master-là, à l'initial, donc après Paul Bocuse, la responsable de master Valérie Girard, a voulu le déplacer et pouvoir le mettre en partenariat avec l'école de management IAE Lyon, le rendre dans le domaine public et pouvoir offrir finalement aux professionnels aujourd'hui des candidats en alternance avec un certain niveau d'études, tous passionnés dans le loisir, l'hôtellerie et la restauration. Alors, c'est ultra intéressant parce que finalement, aujourd'hui, en Europe, quand on parle d'études, de management à un niveau master, on a seulement la Breda University, qui est une super université aux Pays-Bas, et en France, on n'a pas grand-chose. Et donc, du coup, on veut développer en France notamment et pouvoir répondre aussi aux acteurs des loisirs, ce pôle loisirs, et puis des candidats qui aujourd'hui seront formés à des postes de direction, des postes d'adjoint de responsable et de responsable en sortie de master.
Ensuite, sur ce master, donc c'est cette volonté, voilà, de développer et d'essayer d'atteindre cette préférence numéro 1 sur les loisirs, en termes de qualité de candidat et en termes d'expertise que nous, on peut aussi forcément fournir à travers le corps d'enseignement. C'est pouvoir répondre aussi aux besoins des professionnels, puisque voilà, il y a vraiment cette volonté des grands groupes et des PME de pouvoir trouver des candidats qualifiés à des postes de direction. Sur justement le domaine des loisirs. Et puis après, c'est pouvoir développer des partenariats avec les grands groupes, avec les PME, avec voilà, vous qui nous écoutez aussi, de pouvoir créer des synergies et de faire développer finalement ces talents qu'on a aussi en France au service de tout le monde. Tout à fait. Beaucoup de talent, Voilà. effectivement, à mettre en avant. Tu as raison. Merci, Gaël. Thierry, du coup, on va t'inviter à... Bonjour à nouveau et effectivement merci aussi pour l'invitation pour partager sur ce sujet de la plus haute importance dans notre secteur en particulier. Quel visuel tu as besoin que je charge? Tu veux que je mette tout de suite ta campagne? La presse peut-être tout de suite, oui, et puis ça marche. La vidéo, ça permettra d'introduire probablement les débats. Très bien. Je t'en prie, vas-y, on te laisse la parole, tu peux faire défiler tes visuels comme tu le souhaites. Voilà, donc je suis effectivement le président d'Adventure Group. On a le défilement, il est... Oui, tu as des petites flèches sur le côté. Voilà. C'est bon? Ah, pardon, excusez-moi. Très rapidement, on a 4 pôles d'activité. Celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le pôle de loisirs grand public avec 3 parcs sous la marque Bois des Lutins et City Aventure. On a un pôle autour des activités pour les entreprises, de séminaires, d'incentives, d'espaces réceptifs, de jeux immersifs, avec une grosse activité autour de l'immersion toujours. Et un 3e pôle sur le conseil pour les lieux commerciaux à fort trafic, qui sont les centres commerciaux, aéroports, gares. On les accompagner dans la mise en œuvre de l'histoire qu'ils veulent raconter à leurs visiteurs. Donc, on reste toujours vraiment sur ce fil conducteur de l'expérience visiteur. Et puis, un 4e pôle qui est la restauration grand public, événementielle. Et on a la particularité d'avoir intégré dans notre chaîne de valeur une boulangerie traiteur artisanale pour permettre de tenir la promesse et l'ambition de proposer une restauration artisanale autant sur les restaurants, points de restauration des sites, que sur les événements grand public qui vont du cocktail à plein de formes de prestations. Nos marques, voilà, sur des activités qui sont basées à Lyon. Alors après, suivant les activités émotions, par exemple, on travaille sur un rayonnement qui est français et les pays limitrophes. Et le Bois des Lutins, il est en Nord-Isère, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. On va faire un peu plus de 100 000 visiteurs cette année. Et City Aventure, on est à 60 000 à peu près visiteurs pour donner l'ordre de grandeur. Nos valeurs, très rapidement, effectivement, engagement, entraide, excellence, ces 3 E qui sont un peu l'ADN de nos métiers et qu'on doit travailler dans le développement des équipes. L'expérience collaborateur au même niveau que l'expérience visiteur, ça aussi c'est quelque chose d'important et d'évolution dans nos approches culturelles. On a toujours été très focus visiteur, le client est roi, Aujourd'hui, on change un peu de lunettes et on met sur un même plan le collaborateur et le visiteur. Un collaborateur qui se fait plaisir, qui s'épanouit, qui apprend, qui grandit, sera un bon hôte pour accueillir correctement et avec de la meilleure façon et la façon la plus adaptée nos visiteurs qu'on attend à bras ouverts. Un petit clin d'œil sur une campagne de recrutement et d'intégration et d'accompagnement de nos collaborateurs originales. On va voir un petit film après. Flash le code, gagne un job. Donc c'est un peu provoque. On décale un peu le discours. L'idée, effectivement, est d'avant tout être là sur de séduire et de ramener à nous des personnes qui ont des tempéraments adaptés à nos visiteurs, qui ont une richesse de profil, d'origine, pour s'adapter à la richesse et à la variété des visiteurs qu'on va avoir dans nos sites et sortir de la cloison, des carcans, des CV, des cadres rigides, même si on s'appuie sur l'expérience de chacun, évidemment, mais pas que.
Voilà, la suite d'un recrutement sans CV, sans cadre, c'est de pouvoir ouvrir les bras au maximum, d'intégrer des gens sur leur savoir-être avant tout, et ensuite, l'obligation, la nécessité d'accompagner dans la prise de poste, dans la formation, mais également accompagner dans le développement au long cours. Et je pense que ce sera notre sujet un des sujets en tout cas d'échange tout à l'heure, de pouvoir justement aujourd'hui permettre et promettre un accompagnement dans la durée pour des vrais métiers et avant tout pour des collaborateurs qui s'épanouissent. J'allais dire idéalement dans les domaines du service et du loisir, c'est notre sujet, mais qui se développent eux-mêmes, et c'est comme ça qu'on sera les plus séduisants pour attirer le maximum en quantité et en qualité de prétendants à un job dans nos secteurs. Voilà, merci. Et on peut peut-être lancer la vidéo, effectivement. C'est parti. Et après, on passera à notre échange questions-réponses. Pourquoi lancer une démarche sur le jeu sans CV, sans lettre de motivation? Ça part de plusieurs convictions. C'est d'une part, le jeu, c'est l'ADN de nos métiers. On recherche avant tout des personnalités. Déjà, le fait que ce soit déjà sans CV, on va plus se baser sur la personne et la personnalité, les manières de faire, que sur une feuille de papier. Ouais, j'ai jamais passé un recrutement comme ça, j'ai trouvé ça formidable. On n'est pas stressé, on a l'impression d'être dans une famille plutôt qu'un entretien d'embauche en fait. Eh bien, tout le monde a sa chance. Donc tu viens sans CV, tu viens en jouant pour passer une bonne journée pour découvrir le parc et on va juste découvrir les personnalités de chacun. Moi je trouve que c'est assez différent du coup, notamment par rapport au fait qu'il n'y a pas de CV. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que du coup ça évite directement des préjugés qui sont déjà établis, on va dire, avant même d'avoir l'entretien, quoi. Et c'est pour ça qu'on met en place des cursus de formation adaptés à chacun, mais pour que chacun se fasse plaisir, se développe et puisse se projeter dans le secteur d'activité dans le loisir et chez Adventure Group évidemment. Très bien. Eh bien, écoute, c'était très clair, bien détaillé sur le fonctionnement. Une très belle initiative et bien expliqué en plus. Parce que c'est vrai que c'était déjà assez innovant. Après, il faut réussir à expliquer ce qu'on a fait et la vidéo le permet bien. Donc, merci en tout cas pour ce partage. Peut-être que Thierry peut continuer en faisant un retour d'expérience justement par rapport à cette campagne de recrutement. Oui, volontiers sur le retour d'expérience, mais en quelques mots et de manière assez simple, je pense que tout à l'heure je parlais un peu de changement de lunettes, c'est de mettre l'humain en premier chef. L'humain, c'est celui qu'on accueille dans nos sites, mais c'est aussi ceux qui travaillent et c'est ceux qui vont raconter les histoires à nos visiteurs. Et donc, en mettant l'humain au premier plan, on regarde un peu les choses différemment. On essaye avant tout et sans se soucier par exemple de la fidélité de la reconduite d'un collaborateur d'une année sur l'autre. On dit avant tout, aidons-le à grandir, aidons-le à s'épanouir, aidons-le à apprendre son job et à apprendre des nouveaux métiers, mais aussi d'avoir une capacité d'adaptation dans le monde professionnel de manière générale. Là, vous allez me dire, on décale le débat, on n'est plus là
simplement rendre les gens opérationnels sur un job. Je pense que c'est un peu notre challenge à tous aujourd'hui, c'est d'arriver à changer d'approche, en particulier pour les jeunes générations, mais pas que, d'essayer avant tout d'aider à grandir. Et c'est une bonne manière de montrer aussi la richesse de nos métiers par la polyvalence des missions, par la polyvalence des étapes de vie dans ce parcours professionnel. Gaël, c'était très marrant tout à l'heure de le voir à la fois comme chef d'orchestre, mais aussi comme animateur. Et c'est vraiment la richesse de nos métiers. Si on arrive à inscrire des collaborateurs dans le plaisir et dans une relation durable avec notre secteur, on peut faire carrière dans le secteur du loisir, on peut apprendre beaucoup de choses, s'épanouir, se faire plaisir et faire qu'on retienne ça plutôt que la rudesse des métiers du service associés à l'hôtellerie, à la restauration. Voilà. On a beaucoup plus d'atouts que d'éléments de contraintes. Très bien, merci. Alors, on a préparé une série de questions qu'on peut partager, qui vont un petit peu guider. On va essayer de répondre de manière synthétique pour pouvoir être dans l'échange. C'est un sujet qui peut être un peu technique, puisqu'on va parler effectivement de pas mal de termes très liés aux professions, très liés aux structures professionnelles, très liés aux méthodes de formation. Donc, on va essayer d'être le plus pédagogue possible pour le public. Si on veut faire un petit point de départ, point de démarrage, si on met un petit peu en arrière, on regarde ce qui se passait avant le Covid, de quoi on partait finalement, la situation un petit peu des métiers avant Covid, les métiers du loisir, ça ressemblait à quoi à peu près en quelques mots? Cécile, je t'invite à commencer sur cette question-là. Merci. En fait, avant le Covid, au niveau des métiers du loisir, on était quand même principalement sur des métiers dans l'opérationnel, donc dans le contact client, que ce soit à l'accueil, à la restauration, ou bien dans l'animation ou dans la technique. Donc, si on avait de tête, je crois que c'est 63% de personnes embauchées dans la branche ELAC qui étaient affiliées à ces métiers opérationnels. Après, c'est vrai que je pense aussi qu'on voit quand même une grande différence entre les petites et les grandes structures, parce que dans les petites structures, on est énormément dans la polyvalence. Il faut qu'une personne sache faire plusieurs métiers et plusieurs savoir-être et savoir-faire différents. Alors que dans les grandes structures, on est quand même plutôt sur une personne, un métier. Donc ça, déjà, c'est quand même une grosse différence. Après, au niveau de la formation sur nos métiers dans la branche, on est quand même une branche qui forme assez peu. Je pense que c'est principalement dû à la taille des structures, du coup, puisqu'on a 23% de personnes formées dans la branche ELAC. Donc, c'est quand même assez faible, on va dire, sachant que ces 23% sont quand même principalement représentés dans les grands groupes. Dans les petits groupes, il y a je crois que les chiffres qui avaient été sortis, je crois que c'était à hauteur de 19% au niveau du space, pour le coup. C'était les chiffres du space. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont conscients que dans le loisir, on peut faire un métier dans le loisir. Aujourd'hui, c'est pas juste du loisir, c'est pas juste de l'amusement. Aujourd'hui, on peut évoluer. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de prôner, c'est cette évolution possible dans le loisir. On peut partir du poste d'opérateur polyvalent et arriver en fait à monter en compétences au fur et à mesure de sa carrière. Très bien. Gaël, tu confirmes globalement cette question-là, cette évolution possible, cette capacité de faire carrière? Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, on est nous qui sommes dans l'industrie depuis des années, on connaît nos métiers aussi maintenant, mais à ceux qui nous écoutent aussi pour la première fois, qui veulent rentrer dans notre industrie, il faut pouvoir aussi définir le loisir. Qui fait partie forcément de tout ce spectre du tourisme, qui est encore différent, et comme le disait Thierry au tout début, différent de l'hôtellerie, de la restauration. Et nous, le loisir, on a la chance, je prends par exemple d'un point de vue des grands parcs, il y a de l'hôtellerie, il y a de la restauration, et finalement, on englobe tous ces départements et tous ces secteurs. Et il y a une vraie tendance aujourd'hui à pouvoir promouvoir ces métiers que pas grand monde connaissent finalement, et de pouvoir les apporter. Je trouve qu'on est dans une dynamique finalement on les apporte dans un nouveau niveau finalement. On arrive dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et comme dit Cécile, il y a beaucoup d'acteurs, de petits et de grands acteurs qui s'impliquent, et on en fait partie pour pouvoir justement professionnaliser et dorer notre image, parce que en toute légitimité, on a des très beaux métiers, et il y a beaucoup de bel avenir. C'est vrai que c'est différent avant Covid, après Covid.
sur certains aspects, mais on s'est rendu compte aussi pendant le Covid, forcément, il fallait réadapter certaines choses, il fallait réadapter à la façon dont on parle aux nouvelles générations qui arrivent. Et qu'aujourd'hui, on doit pouvoir apporter de nouveaux outils et apporter différemment nos métiers. Nous, on a la chance, je prends l'exemple du TFU Park, mais on a beaucoup de chance moi, j'aime bien cet argument, je dis souvent, quand vous rentrez chez nous, vous apprenez 5 métiers d'un coup. Et finalement, ça marche très bien parce que on casse la routine et on arrive dans une configuration, ah oui, j'ouvre mon éventail de possibilités, je sais que je peux évoluer et je sais que cette perspective d'évolution existe vraiment. Et avant de recruter donc ces collaborateurs, souvent la création d'une activité et le fait d'une reconversion d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. Et quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans l'activité et qui devient donc manager avec vocation derrière rapidement d'embaucher une équipe? Je ne sais pas. Cécile ou Thierry. Thierry, peut-être pour reprendre. Ouais, je vais rebondir un petit peu sur les propos de Gaël. Je pense qu'il y a un enjeu dans notre secteur à justement pouvoir plus accompagner ces formations. Et on a une des difficultés quand même aujourd'hui, c'est les outils à disposition, en particulier sur le financement. Et je partage ce que disait Cécile. En particulier pour les petites structures, c'est aujourd'hui difficile d'être accompagné pour former au long cours sur des petits temps de formation. On arrive les grosses structures de manière générale arrivent à faire des gros temps de formation en avant-saison. On a essayé de prendre, nous, les taureaux par les cornes, un peu différemment, et en particulier, on a créé un cursus qui est sur 8 mois, c'est-à-dire qu'on forme quasiment jusqu'au dernier jour de la formation pour montrer qu'on n'est pas que dans la formation, de la mise en opération, on est aussi dans le développement individuel. Et ça, c'est vraiment un challenge pour la branche que d'arriver à adapter à la fois ces types de formations, les diplômes et les formats de ces qualifications, certifications, mais aussi dans les financements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de saisonniers qui viennent pour 2-3 mois. Et ces personnes-là, elles méritent aussi d'être formées, d'une part pour pouvoir travailler et aussi pour accompagner leur développement et leur employabilité d'une manière générale. Et ça, c'est un vrai enjeu, je dirais, qui rejoint… Ces outils-là participent de la séduction de notre secteur. Voilà. Et ensuite, la question là de Thierry sur la création c'était sur ce registre-là, la création d'un site de loisirs, comment se former. C'est très exigeant, je dirais, à la base, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une pluralité de connaissances aujourd'hui pour un petit site de loisirs, autant sur des qualités de gestion que des qualités de commerce, que la qualité de gestion opérationnelle. Et aujourd'hui, le bon parcours est quand même avant tout d'aller s'immerger dans ce monde du loisir, dans lequel effectivement on a le sourire au quotidien, mais c'est un vrai job et c'est des choses qui s'apprennent. Donc il faut se confronter à ça. Et puis après ça, il y a effectivement des parcours de formation plus conventionnels. Le master qu'anime Gaël est un excellent exemple qui doit faire des petits, j'allais dire, de créer des cursus comme ça avec plein de formats très hybrides. Je pense, c'est notre axe à tous de développement et avec sous plein de formes et en s'adaptant à tous les profils. Gaël, Cécile, sur d'éventuels conseils à compléter pour se lancer en reconversion dans le loisir, qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Moi, personnellement, je suis d'accord avec Thierry, il faut d'abord s'immerger. Il faut d'abord aller voir ce que c'est. Déjà, moi, j'ai eu quand même plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient ouvrir un espace de loisir parce qu'on travaille que 3 jours par semaine. Donc, c'est faux, globalement. Oui. Dans le loisir, on ne travaille pas 3 jours par semaine. On ne travaille pas juste quand on est ouvert. Donc, vraiment s'immerger, prendre conscience de tous les différents aspects de cette polyvalence qui est quand même… moi, j'étais RH dans un parc de loisirs. J'ai fait de la restauration, j'ai fait de l'accueil, j'ai fait de l'animation. C'est un métier qui est très riche. Ce sont des métiers qui sont très riches, qui sont très intéressants, mais il faut vraiment être sûr de vouloir y aller. Donc, je pense que l'immersion, pour moi, c'est le premier conseil à suivre quand on veut ouvrir du loisir. C'est un bon sens, évidemment. Et c'est primordial, c'est ce que Cécile fait aussi avec son activité, et nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi au master un maximum, c'est
je prends un exemple tout bête. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec des amis et je leur dis oui, bah tiens, on a recruté des opérateurs polyvalents. C'est tout bête parce qu'on est dans notre vocabulaire. Finalement, qu'est-ce qu'un opérateur polyvalent? Quelqu'un qui ne connaît pas nos métiers, c'est difficile pour lui de se projeter. Et c'est ce qu'on apporte aussi au master en disant bon bah à ces candidats, forcément, on les recrute sur certains critères. Il y a forcément le gros critère des soft skills, de la passion aussi et de l'expérience, parce que forcément, il faut quand même avoir de l'expérience, surtout à un niveau de master. Mais ça n'empêche que vraiment ce côté de polyvalence, l'explication, la façon de voir les choses est vraiment primordiale. Et en fait, on se rend pas compte parce que, et je pense qu'on l'a tous vécu quand on recrute des gens qui ne viennent pas de l'industrie des loisirs, qui viennent dans nos établissements et qui disent ah oui, d'accord. Je m'attendais pas à toutes ces possibilités, à tout ce que j'allais faire finalement, et tout ce que je vais devoir faire, parce qu'on est habitué à avoir un métier, une tâche, ce qui est plus, comme c'est au début, c'est beaucoup plus proche d'un grand groupe. Voilà, quand moi j'avais la chance de travailler à Astérix, à Europa Park, forcément on avait beaucoup plus une tâche et un métier spécifique, mais dans nos PME, ce qui est quand même la majorité des emplois aussi aujourd'hui en loisirs, forcément la polyvalence est primordiale et il faut bien l'expliquer. Voilà. Donc des cursus en alternance comme ceux sur lesquels vous travaillez, du coup, restent un maillon essentiel de cette chaîne-là, de pouvoir apprendre aussi en faisant. Moi, je pense que c'est primordial d'apprendre en faisant et d'apprendre en étant aussi tutoré, en ayant quelqu'un qui va nous expliquer les petits trucs du métier, en fait. Je pense que c'est important. Après, je rajouterais, il y a un petit lifting sur la manière de présenter notre job aussi. Un équipier polyvalent de restauration, ça fait rêver personne, nous-mêmes non plus. Et je pense qu'il faut qu'on raconte d'autres histoires. Et la manière de nommer les jobs et de raconter ces jobs, je pense qu'elle est très importante parce que c'est l'avant-job est plus important que presque le job. Le job est sympa, mais la vitrine est pas belle du tout. Voilà, je pense que c'est ça, il y a un vrai terrain, il y a un job là. Cast member, c'est déjà pris, alors du coup, il faut inventer autre chose. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à rendre nos métiers attirants parce que ça, on a du mal. Le fait de travailler les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires, ça commence à changer. Mais c'est un peu bloquant quand même pour beaucoup de candidats et de candidates pour nos activités. Ouais, mais là-dessus, moi, je veux bien rebondir, mais c'est un peu comme les métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui ont été très stigmatisés là-dessus. La restauration, si on regarde que les éléments limitants, le frein, effectivement, c'est pas génial. Après, quand on inverse les choses, on dit qu'on peut avoir un rythme qui est différent, qui est plus adapté, que c'est des métiers qui sont très riches, très forts dans le relationnel en particulier. Aujourd'hui, énormément de personnes cherchent à avoir des métiers qui ont du sens dans l'humain. On est au cœur du réacteur. Et ça, si on n'arrive pas à l'exprimer, on aura du mal à séduire, comme la restauration a eu du mal et maintenant, petit à petit, ça évolue. Mais je pense qu'il faut arriver à casser tous ces freins du quotidien qui ont été surlignés, mis en avant par l'expérience Covid. C'est un bon stress test, je pense qu'il faut prendre pour nous positivement pour raconter les belles histoires de nos beaux métiers. Et il n'y a pas de doute qu'on a du monde derrière. Il y a quelques semaines, on tirait un enseignement de la saison de 2022 dans l'univers des parcs de loisirs et le président du Futuroscope nous expliquait que face au problème de recrutement de saisonniers, il en était à proposer des contrats à durée indéterminée, à transformer donc des CDI des CDD en CDI. Et à quelques jours de l'ouverture du nombre de parcs en France pour les vacances de Pâques, quel est, vous, le retour d'expérience ou le constat que vous faites actuellement sur ces sujets de recrutement de collaborateurs pour la période estivale? Je pense, je me permets, je pense, Thierry, que c'est aussi, ça dépend beaucoup de la région et de là où nos établissements sont situés. Nous, je le vois très bien en Île-de-France, c'est quand même beaucoup plus complexe que dans le nord de France, où on n'a pas aussi les mêmes profils, on n'a pas non plus les mêmes demandes. On a personnellement la chance de pouvoir proposer beaucoup de CDI aussi par rapport à certains parcs, étant donné qu'on est ouvert toute l'année. Forcément, c'est un avantage. Ça n'empêche que pour renforcer nos équipes, comme tout le monde, on fait recours au CDD.
le bassin de l'emploi n'est pas le même, voilà, selon la région. Donc ça reste, voilà, ça reste assez subjectif. Maintenant, l'approche est de dire, c'est ce que disait Thierry Franc tout avant. C'est à nous de raconter l'histoire aussi. C'est nos métiers de raconter une histoire, c'est notre métier d'expliquer nos expériences et de dire bon bah voilà, moi mes candidats, j'arrive à les attirer parce que justement j'ai cette diversité, parce que justement ils vont sortir de chez nous avec vraiment une expérience clé en main, une formation qui est adaptée, et puis demain ils peuvent postuler autant dans un fast-food que dans une autre chaîne parce qu'ils auront appris ça aussi dans les parcs TFU. Voilà. Mais effectivement, ça reste un point assez sensible et pas facile, le recrutement aussi, de trouver les bonnes personnes. Aujourd'hui, comment on répond au mieux du coup à ces freins, à ces questions du temps de travail, du rythme, du contact public? On a cité pas mal d'exemples. Aujourd'hui, un candidat qui vous dit j'aime bien l'univers, j'aime bien le contact, mais voilà, j'ai une réticence sur le rythme, sur ça. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre globalement aujourd'hui dans l'état actuel du développement? Moi, ce que j'ai tendance à leur répondre quand ils me parlent du rythme et qu'ils ont du mal avec le fait de venir travailler les week-ends, c'est que je leur explique que alors peut-être ils vont venir travailler le mercredi et les week-ends, mais dans ce cas-là, ils auront quand même 4 jours off le reste de la semaine. Donc je sais que ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Cette flexibilité au niveau de l'organisation, au niveau du temps de présence, le fait d'avoir la modulation du temps de travail aussi, ça leur plaît de pouvoir changer, enfin de pouvoir d'être flexible là-dessus, d'avoir cette liberté-là. Donc il faut arriver, je pense, à insister là-dessus. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est l'image de l'entreprise. Je pense que Gaël comme Thierry, ils ont quand même l'image de leur entreprise. Ce sont des entreprises qui sont connues, qui donnent envie. Et je pense, ce qui est principal, c'est les collaborateurs et les collaboratrices qui en sortent étaient contents de leur expérience. Donc du coup, autour d'eux, dans le bouche à oreille, les gens ils vont avoir envie de venir travailler dans ces structures-là. Je pense que l'image aussi fait partie de l'attrait principal d'une entreprise pour ses futurs collaborateurs. Exactement. Et puis après, il y a des approches transverses, c'est-à-dire que nous, même voilà, de n'importe quel métier, de l'opérateur polyvalent au responsable marketing, on va donner on va créer ce système de référents, on va créer des projets aussi internes à l'entreprise en disant, bah voilà, toi tu as une idée, tu veux porter quelque chose. Nous, on est très ouverts aussi aux propositions de chacun. C'est ce qui enrichit finalement aussi l'évolution de l'entreprise tout simplement, et de dire, oui, moi qui ai l'habitude de faire du snack ou de la veille, Gaël, j'ai lancé la disco party vendredi soir. Voilà, je dis une bêtise. Et donc, du coup, finalement, ces petits projets, on leur donne les moyens, on leur donne le cadre pour qu'on puisse aussi les suivre et adapter notre mentorat, et puis se dire au bout d'un moment, voilà, on peut le rendre concret, et finalement c'est ce qui fait aussi l'appétence et l'attirance de se dire tiens, au-delà de mon job, j'ai une dimension supplémentaire et j'arrive à avancer dans ce parcours d'entreprise et apprendre aussi différemment. Avant peut-être de prendre une première question, j'aimerais votre sentiment en un ou deux mots sur qu'est-ce qui aujourd'hui, d'après vous, distingue le plus un métier dans l'univers des loisirs au regard du marché de l'emploi plus classique, en moyenne. Qu'est-ce qui le distingue le plus, pardon? Gaël, vas-y, tu peux reprendre là-dessus. Je dirais, je prends vraiment mon exemple, c'est pour ça que j'ai toujours fait des loisirs depuis que j'ai 4 ans finalement. Mais mes parents m'ont toujours dit, t'aimes donner du plaisir aux gens, t'as envie de faire sourire les gens, et c'était le but. Nous, sans rentrer dans une extrapolation, mais on a vraiment, enfin quand nos clients sourient, que les enfants ont passé une super journée et qu'à la fin ils ont le sourire, voilà, jusqu'aux oreilles, forcément, on est satisfait de notre métier, et je me dis, j'ai rempli la part de mon contrat, et nos opérateurs le font aussi, et n'importe qui dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on inculque aussi dans le cadre du master, en disant, c'est des métiers passion. C'est vraiment, on est vraiment dans des métiers en permanence où je pense que si on n'aime pas les gens, tout simplement, ça sert à rien qu'on fasse nos métiers de toute façon. Donc, il faut vraiment toujours trouver, même si c'est des situations parfois cocasses, et je pense qu'on le vit tous, parce que il n'y a pas tous les clients qui sont tout le temps heureux et tout le temps et tout est parfait, mais ça n'empêche qu'il faut tirer le positif et avancer comme ça, et se dire qu'est-ce que je peux améliorer aussi sur les mécontentements d'autres aussi, parce que ça fait partie de notre métier, et on apprend comme ça, et c'est comme ça qu'on évolue. Mais c'est vrai que c'est la passion, je dirais, et le plaisir de faire plaisir aux autres. Voilà. Cécile, quel est ton sentiment là-dessus?
Oui, alors c'est vrai que la passion, enfin l'intérêt de faire plaisir aux autres, je pense que c'est ce qui nous démarque. Après, moi ce que j'ai toujours bien aimé dans les métiers du loisir, c'est le fait que ça évolue. En fait, on n'a jamais 2 journées pareilles, on va avoir, bon, les clients sont pas les mêmes, on va avoir des évolutions au niveau des services de jeu et tout. Moi, je trouve ça génial de proposer un nouveau jeu, dans une structure de loisirs et de voir les têtes des enfants qui arrivent ou des adultes, hein, qui sont émerveillés par cette nouvelle proposition. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est jamais pareil, ça évolue, ça bouge, et c'est toujours dans le but de faire plaisir. Donc voilà, moi c'est ça, Mhm. pour moi c'est ça qui différencie. Ouais, moi, je rejoins pareil, engagement, passion et effectivement variété à l'échelle de la journée, à l'échelle des saisons, même des activités qui sont ouvertes toute l'année. Suivant les saisons, bah, la relation avec le visiteur n'est pas la même. Enfin, c'est d'une richesse très forte. Et donc, tout ce qu'il y a de plus séduisant, encore une fois, pour les personnes qui recherchent du sens dans ce qu'elles font. Il y a une question de Philippe qui nous dit merci à tous. Quels sont les nouveaux métiers du secteur qui n'existaient pas il y a 10 ans? Voilà, c'est la question. Alors moi je vais répondre par rapport alors c'est beaucoup par rapport au space du coup, mais c'est vrai que dans les petites structures, ce qui émerge beaucoup en ce moment, c'est les assistants managers. C'est-à-dire vraiment la personne qui va être là pour seconder le dirigeant ou la dirigeante de la structure. C'est quelque chose que je voyais pas il y a 10 ans quand j'ai commencé et là que je vois vraiment arriver sur les petites structures. Et après, pour moi, il y a tous les métiers numériques qui sont en train d'exploser dans le loisir. Oui, la commercialisation était très différente il y a 10 ans. Oui. Les réseaux sociaux, les moyens de de mettre en marché, de se faire connaître étaient forcément très différents. Et puis même au niveau peut-être en back-office, mais au niveau de la politique tarifaire avec l'arrivée du yield pricing, des choses comme ça. Donc effectivement, beaucoup d'innovation. Et après, les métiers transferts aussi, ça c'est sur tous les grands groupes. Je prends les départements RH, certains grands groupes lancent, alors c'est dans tous les secteurs d'ailleurs, mais le happiness manager, celui qui va vraiment soucier que tous les collaborateurs puissent avoir accès aux outils, aux moyens et qu'ils se sentent heureux dans l'entreprise. Ça c'est des concepts qui nous viennent des pays anglo-saxons, qui arrivent doucement en France. Et finalement, ces métiers-là vont faire partie aussi dans 5-10 ans dans notre pays de l'organigramme de l'entreprise, qu'elle soit une PME ou une plus grande entreprise. Voilà. Après, je dirais que ça ne peut pas être quelque chose qui est ramené par une personne, c'est collectif, ce happy management, ce happy day. Enfin, c'est quelque chose qui doit être culturel, c'est ce qu'on doit vendre et c'est ce qu'on doit faire vivre à nos équipes et à nos collaborateurs, ce qu'on doit créer dans la manière de travailler et qui doit permettre ensuite de servir l'expérience visiteur. Je pense que ça doit être quelque chose de culturel. Tu as vu des nouveaux métiers, toi, Thierry, avec ton recul sur la profession? Des nouveaux métiers, Oui, les nouveaux métiers qui commencent à arriver autour du loisir, l'assistant management, le lien avec le numérique. Toi, depuis que tu es dans l'univers, tu as vu apparaître comme ça, occasionnellement, des nouveaux besoins, des nouveaux métiers à incarner pour driver une activité? Il y a je pense, des dimensions sur l'aspect créatif. Aujourd'hui, on met de plus en plus de création, le côté comédie, histoire qu'on fait vivre. Effectivement, on travaille différemment, on ramène du digital dedans, on ramène toutes les solutions de mise en œuvre d'éléments de décor et autres, je pense qu'ils évoluent beaucoup et vont encore beaucoup évoluer, se simplifient, se miniaturisent. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui permettent, je pense que on va encore raconter des histoires de manière plus forte et de manière plus immersive dans les années à venir. Il y a plein d'opportunités qui se créent, mais à nous, là aussi, d'être vraiment en mouvement pour nous adapter. Et là aussi, pour des petits parcs, on a plein de projets justement de réflexion, d'accompagnement de cette immersion avec des solutions qui étaient très lourdes il y a encore quelques années et qui aujourd'hui se donnent à nous. Qui deviennent accessibles. Après, je pense qu'il y a aussi toute la partie sécurité et normes qui a beaucoup évolué en France dans le loisir. Donc, pour les normes, je pense maintenant il y a des responsables qualité qu'on n'avait peut-être pas avant. Je crois pas. Peut-être dans les grands groupes, mais dans les petits groupes, avant, il n'y avait pas vraiment cette notion de responsable qualité et sécurité qui est en train un peu d'émerger, je pense aussi. Et effectivement, sur ce volet-là, pour rebondir, il y a une dimension de responsabilité aussi. Tout à l'heure, je vous disais, on travaille, nous, on offre de la restauration artisanale
même en accueillant des centaines et des milliers de personnes sur une même journée. Et on se dit, c'est pas possible, on doit rester sur le bon produit Indus. C'est pas simple, mais aujourd'hui, on peut tout à fait muter, évoluer. Et là, typiquement, on change de métier. Et aujourd'hui, faire une pizza artisanale dans un parc de loisirs, ça fait plus rêver des collaborateurs que des mecs qui prennent un truc dans un blister et qui mettent ça. Voilà. Voilà, on s'adapte, je pense qu'on s'adapte avec le temps et ce côté responsable. Et le message qu'on donne aussi à voir, de la même manière, sera différent et probablement collera plus aux attentes de nos visiteurs. Très bien. Une question de Thomas un peu technique sur la question de la validation d'acquis d'expérience. Qu'est-ce que le parcours en loisir permet? Cécile, peut-être pour cette question. Alors, pour les VAE, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai des responsables de parc qui ont passé des VAE, alors que je réfléchisse, c'était responsable établissement touristique. En fait, il y a plusieurs VAE qui sont possibles. Alors, je pense qu'à mon avis, il faut s'arrêter. Il faut plutôt axer sur un titre pro parce qu'on est vraiment dans le professionnel. Après, peut-être que Gaël me dira le contraire. Mais bon, pour moi, un Master 2 en VAE, ça me semble un peu complexe. Je pense que faut pas aller là-dedans, mais je pense qu'on peut valider quand même, oui, des responsables d'établissements touristiques ou bien des managers d'unités marchandes, qui sont peut-être plus facilement accessibles en VAE que des Bac plus 5, en effet. Mais il y a des possibilités qui sont ouvertes, hein, il faut aller voir. Il y en a quand même plusieurs. Nous, on avait eu un cas justement de validation de compétences au niveau du master, et ce monsieur nous avait rejoint en master 2 et avait souhaité par l'entreprise, justement, c'est par l'entreprise, pouvoir atteindre ce grade de master dans le cadre aussi d'une évolution interne à un poste de responsable de direction. Mais c'est vrai que c'est très rare et je pense que cette validation est beaucoup plus adaptée, toi, dans ce que tu fais, Cécile, beaucoup plus certainement que ce que nous, on peut proposer aussi dans le cadre du master, quoi. Oui, je pense qu'un poste de direction en VAE, c'est un peu complexe. Donc, je pense qu'il vaut mieux passer par un master. Mais c'est tout à fait possible. Très bien, on va prendre une question de Guilain qui va peut-être conclure, parce que ça permet d'un petit peu de boucler la boucle sur notre thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de dater, de ressentir un petit peu à quel moment on s'est dit, tiens, il y a vraiment besoin de professionnaliser le secteur? Est-ce que c'est l'arrivée du Covid? Est-ce que c'était avant? Comment on ressent ça, ce besoin de créer des actions spécifiques pour structurer un petit peu plus les métiers de la filière? Thierry, peut-être pour commencer. Probablement que, comme je disais tout à l'heure, le stress test du Covid a un peu exacerbé les choses. C'est une tendance d'une manière générale. Après ça, aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, là aussi, qui est très globale, pousse à aller plus loin dans nos sujets. Et je pense que c'est plutôt une opportunité qu'une limite. C'est une vraie chance de se poser les vraies questions de nos métiers. Ça veut dire qu'on va pousser plus loin ce qu'on va proposer aux collaborateurs et probablement améliorer l'expérience qu'on va proposer à nos visiteurs. Donc voilà, la période nous pousse à nous poser encore plus de questions et j'allais dire à tous les acteurs de se rassembler pour faire évoluer avec agilité autant les moyens de formation, les moyens de financement de formation, mais aussi beaucoup les employeurs à trouver du temps, de la place, de la disponibilité pour faire que chacun puisse grandir et se former, et tout au long de son parcours professionnel. On a, je pense, dans notre secteur, une habitude de former au départ et de se dire, une fois que tu es formé, on t'a donné les quelques outils, là, tu pars bosser. Je pense que de trouver les moyens de régulièrement se former, de partager entre nos différents sites, apprendre des nouveaux métiers, des nouvelles facettes de nos métiers. Je pense que c'est des choses qui sont tout à fait accessibles et qui nous accompagneront tous dans notre capacité à grandir. J'abonde complètement dans ton sens, Thierry. Je me souviens, il y a un certain nombre d'années déjà, on avait fait, à l'occasion d'une assemblée générale du SNELAC, on avait bénéficié du retour d'expérience d'une personne en charge de la sécurité et de la communication de crise chez Disney. Donc, dans des grands groupes comme ça qui ont statistiquement des chances d'avoir à gérer ces sujets de communication de crise. Et c'était tout à fait édifiant et même passionnant, qui ont exploité à l'époque,
de voir à quel point, si on n'est pas préparé, si on n'a pas anticipé, on a toutes les chances de faire tout faux en matière de communication de crise. Et donc, ça renvoie au sujet de la formation continue, y compris de l'équipe des encadrants. Et de la nécessité d'inscrire ça dans une démarche collective de l'interprofession. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose du coup sur ce sujet passionnant avant qu'on annonce la prochaine édition et qu'on conclue? Là, juste pour rebondir sur la question, du coup, savoir à partir de quand la professionnalisation est apparue. Moi, ce que j'ai remarqué pendant le Covid, c'est que j'ai pas mal de parcs qui sont venus vers moi pour faire pour la première fois des formations pour leurs collaborateurs et collaboratrices. Donc, c'était du distanciel, on a organisé quelque chose de spécifique. Et je me souviens qu'après une semaine de formation, ils m'ont dit: «Ah mais je pensais pas qu'ils avaient encore tout ça à apprendre parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils sont chez moi». Donc en fait, je pense que le Covid a permis aussi à certains de se rendre compte que la formation, c'est tout au long de la vie. Ça peut être intéressant, c'est toujours un plus pour la boîte, enfin pour l'entreprise, c'est un plus pour les collaborateurs. Donc voilà, moi j'ai vu une vraie différence depuis le Covid. Après, peut-être que c'est un changement qui a été amorcé avant aussi, hein. Mais c'est vrai que moi, depuis le Covid, je vois cette différence-là, l'intérêt sur les formations. Avec le confort du distanciel possible aujourd'hui, enfin, Ça aide. n'évite pas bien sûr le présentiel, mais c'est surtout pour les loisirs. C'est important. Peut-être mais le partage est important. Vas-y. Thierry ou Cécile, vous le dites bien, c'est que le partage est important. On a la chance d'être à la fois une belle industrie, une industrie où finalement on se connaît aussi tous vite, d'avoir forcément des syndicats qui nous représentent avec des super événements. On a vraiment la chance d'échanger entre professionnels et de se dire même si on est dans nos routines, de pouvoir toujours être à l'affût de ce qui existe, de ce qu'on peut apporter en plus, et de ne pas rester dans notre cadre interne, parce que forcément, on est tous, on continue tous à vouloir apprendre à apporter toujours plus. Et c'est les formations qu'on veut dispenser, autant Cécile qu'en interne que chez nous dans le master, de se dire essayer de penser plus large et de voir ce qu'on peut rapporter dans l'entreprise et d'améliorer pour continuellement apprendre à se former et rester à jour sur les métiers et nos métiers qui sont finalement aussi en perpétuelle évolution. Amélioration continue. Merci Gaël, ça pourrait être le mot de la fin de cette édition. Merci à tous du coup de l'avoir suivi. Merci à nos invités du coup pour leur présentation et cet échange-là. Un mot pour annoncer notre prochaine édition. Rendez-vous le 28 avril, traditionnellement dernier vendredi du mois. On abordera cette fois le sujet de la communication avec l'agence LNWR, communication et branding associé à la question du tourisme, mais aussi des loisirs. Comment on va faire parler un petit peu de soi. On fait les choses bien, donc on a envie d'en parler et comment on va construire l'attractivité auprès de tous les visiteurs qu'on cherche à séduire. Merci à tous et très bonne fin de journée et bon week-end. Merci encore. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.